Bonjour à toutes et à tous. Donc avec une nouvelle séance de notre module Introduction à la science politique, on va aborder l'une des notions les plus fondamentales dans cette discipline et qui est considérée comme un objet politique par excellence ou par essence. Il s'agit du pouvoir politique, car toutes les formes de coopération, de lutte dans le champ politique se déroulent soit en vue de l'acquisition du pouvoir, soit tout au long de l'exercice et de la pratique de ce pouvoir politique, et bien sûr au sein d'un système politique donné. Très bien. Donc, concernant le pouvoir comme étant une notion clé, ou un concept clé en sciences politiques, on a vu cette polémique entre les adeptes de l'objet de la science politique en tant que science de l'État et d'autre part ceux qui soutiennent que la science politique est une science du pouvoir, dont les deux définitions et en prenant en considération aussi la conciliation entre les deux définitions, le pouvoir est l'objet suprême, on va dire, de la discipline. Sans pouvoir, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de rapports sociaux. Le pouvoir conditionne l'interaction sociale, et ce qui permet bien sûr de faire émerger des phénomènes d'autorité, des phénomènes d'obéissance. Et sans pouvoir, donc vous l'avez bien compris, il n'y a pas de vie politique possible. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de communauté et il n'y aurait pas d'institution. Donc le pouvoir, c'est un concept fondateur, c'est un concept qui sur lequel s'articule toute la vie sociale et la vie politique. La vie politique faisant partie bien sûr de la vie sociale, voire la vie politique, c'est l'élément qui façonne les rapports sociaux. Tous les autres concepts, tous les autres objets de la science politique tournent autour de ce concept. Alors le pouvoir, il est aussi bien, en tant que concept, il est aussi bien une capacité à exercer certaines formes d'autorité et d'asseoir un schéma d'hierarchisation sociale à différents niveaux et au sein de différentes structures sociales. Mais le pouvoir est également une relation, car on ne peut pas définir le pouvoir en l'absence d'une relation sociale. Donc le pouvoir émerge et est né d'une relation sociale. Tout d'abord, la capacité. Le pouvoir en tant que capacité. C'est la capacité, bien sûr, à utiliser certaines ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources symboliques, pour exercer une certaine domination, pour influencer influencer les autres acteurs dans le cadre évidemment d'une relation. Le pouvoir naît toujours d'une interaction. Du moment qu'on a deux personnes, deux acteurs, deux institutions, deux corps sociaux, à partir de ce moment-là, naît une relation de pouvoir. Et évidemment, cette relation, il émerge à partir d'une asymétrie entre deux parties. L'asymétrie, c'est-à-dire l'absence de symétrie, l'absence d'égalité, deux acteurs, deux parties qui ont des ressources différentes, qui ont des capacités différentes et qui, bien sûr, aspirent à jouer des rôles différents, asymétriques au sein de la société. Alors pour mieux comprendre ce concept de pouvoir et bien différencier,
la capacité de la relation, enfin la capacité euh, à avoir des ressources et à exercer une influence de la relation, qui est l'interaction, qui intervient donc à un moment ultérieur et la partie qui a la capacité donc va utiliser, va instrumentaliser les ressources dont elle dispose pour dominer dans le cadre d'une relation définie, d'une relation sociale évidemment. Alors, je vais vous citer la définition donner la définition du sociologue et politologue allemand Max Weber, qui définit le pouvoir comme étant la capacité à imposer sa volonté dans le cadre d'une relation sociale, malgré les résistances éventuelles. Alors, pour imposer sa volonté dans le cadre d'une relation sociale, il faut tout d'abord disposer de la capacité, c'est-à-dire disposer des moyens, des ressources matérielles, des ressources symboliques, etc. Et bien sûr, d'imposer cette volonté à travers un usage approprié, un usage qui soit donc, on va dire, intelligent et rationnel de ces ressources, en vue donc de dominer dans une relation sociale. Que ce soit donc dans une structure infra-étatique au niveau de la société ou dans une structure étatique au niveau de l'organisation de l'État, mais également au sein des relations internationales dans le cadre des interactions entre les États. Très bien, donc cela nous pousse à se demander pourquoi ou d'où vient ce désir d'imposer sa volonté aux autres. Et pourquoi les autres obéissent-ils ou sont-ils conduits à obéir? Alors, on retrouve là deux comportements qui sont très dominants dans la vie politique. C'est d'abord ce désir de dominer, ce désir d'imposer une forme de hiérarchisation au sein de la société, qui bien sûr trouve dans le pouvoir politique, qui illumine dans le pouvoir politique sa forme la plus achevée. Et de l'autre côté, cette propension à obéir donc à l'autorité au sein de la société. D'abord, le désir d'imposer sa volonté pourrait provenir tout d'abord du désir de servir, du désir de faire le bien commun. Mais bien sûr, il peut s'agir d'une ambition personnelle ou d'une quête personnelle du pouvoir d'influence, du prestige qui accompagne le plus souvent les postes d'autorité, le poste de pouvoir en général. Et en tout cas, la volonté, enfin le désir d'imposer sa volonté provient d'un désir de domination, dans le sens, vous vous rappelez, de deux faces de la médaille. D'abord la domination, le désir de domination, mais également le désir de s'imposer comme un serviteur, un serviteur pour le bien commun, pour l'intérêt général. Ensuite, en ce qui concerne l'obéissance, les individus peuvent obéir tout d'abord par conviction, parce qu'ils sont convaincus que la personne qui désire dominer ou qui domine dans une relation est un fournisseur d'ordre, est un fournisseur de valeurs, est un fournisseur d'autorité et bien sûr de stabilité. Et on retrouve cette obéissance dans les États qui ont des institutions fortes et dans des États, bien sûr, qui assurent un approvisionnement efficace en biens publics. Et de ce point de vue, l'obéissance équivaut à une conviction
que le pouvoir est acceptable, que le pouvoir est exercé par des personnes dignes de confiance, de légitimité, et que les institutions sont fiables. Ensuite, il y a l'obéissance par conformisme. Les autres obéissent parce qu'il y a un schéma de dominant-dominé dans chaque société et on obéit par conformisme. On obéit également dans des régimes répressifs par crainte de sanctions, hein, même si dans chaque régime il y a toujours des variantes, en tout cas en termes de légitimité, en termes de consentement des individus, enfin des gouvernés, mais en tout cas, on retrouve l'obéissance par crainte des sanctions quand il s'agit de régimes qui sont très autoritaires et des régimes qui sont très très éloignés des normes et des principes de démocratie. En tout cas, le pouvoir, quand il est perçu comme étant d'une essence positive, c'est-à-dire quand le pouvoir jouit d'une acceptabilité, quand le pouvoir est légitime aux yeux des gouvernés, l'obéissance devient donc, paraît tout à fait logique, tout à fait compréhensible, voire que l'obéissance est quelque chose qui est tout à fait louable. Et la non-obéissance, dans ce cas, devient condamnable. Dans l'autre cas où le pouvoir est perçu d'une manière négative, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas acceptable, qui n'est pas légitime, qui est regardé comme usurpateur, alors dans ce cas, c'est l'obéissance qui devient difficile à comprendre et on retrouve évidemment la dialectique entre consentement et coercition. On trouve la dynamique entre la domination et l'obéissance. Bien sûr, c'est une dialectique qui est complexe et qui pose énormément de questions à résoudre sur le plan concret, sur le plan de la science politique appliquée, on va dire. Vous voyez donc que le concept de pouvoir pose certaines difficultés d'ordre conceptuel, même s'il est facile de juger, d'évaluer les facteurs et les ressources dont disposent les acteurs pour aspirer à exercer le pouvoir, mais il est compliqué de définir les phénomènes de pouvoir, d'expliquer ces phénomènes et de les prévoir. Pour bien vous illustrer tout cela, supposons que dans une relation entre un acteur A, une relation bien sûr hiérarchisée, hein, entre un dominant et dominé, entre un supérieur et un subalterne. Dans cette relation, un acteur A, donc qui est l'acteur supérieur, l'acteur dominant, qui va donner un ordre à un acteur B qui l'exécute. Alors, il l'exécute bien sûr parce que la relation s'insère dans un schéma de hiérarchie. Hein, il y a hiérarchisation. Donc, on peut clairement distinguer, déterminer la relation de pouvoir. Il y a une relation de pouvoir parce que l'acteur A dispose donc de ressources, d'éléments d'autorité, donc qui lui confèrent la suprématie sur l'acteur B, donc qui va exécuter son ordre. Dans une autre configuration, quand l'acteur B se conforme à la volonté de l'acteur A, dans ce cas de figure, on ne sait pas si l'action entreprise par l'acteur B est une réaction à la volonté de l'acteur A, enfin, s'il s'insère dans un schéma d'interaction dominant-dominé. On ne sait pas non plus si l'action entreprise par l'acteur B
est une action qui émane de la volonté, hein, parce que de la volonté de l'acteur B, parce que l'acteur B, il a intérêt à entreprendre cette action, et non pas parce que c'est l'acteur A qui a donné l'ordre ou qui impose sa volonté. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué de définir et d'expliquer les phénomènes de pouvoir. Donc ça devient difficile à cerner, et évidemment, il ne peut pas être expliqué par des équations ou par des schémas préétablis. Alors comment sortir évidemment de cette impossibilité à élaborer des modèles explicatifs, des modèles donc qui vont servir de schémas préétablis, hein, pour expliquer les phénomènes de pouvoir. Il serait nécessaire évidemment d'adopter une approche expérimentale au cas par cas, c'est-à-dire d'étudier les phénomènes de pouvoir au cas par cas, au moment où ils se présentent, et en insérant ces phénomènes de pouvoir dans un ancrage, bien sûr, politique, social, culturel aussi, économique, et d'intégrer toutes ces dimensions, même psychologiques, pour donc expliquer les phénomènes de pouvoir, pour les bien cerner et pour aussi les prévoir. Pour terminer, je vous rappelle que quand on étudie la science politique, on doit faire abstraction, comme par exemple on étudie le pouvoir, on doit faire abstraction de son caractère bon ou mauvais. On n'est pas dans le domaine du faux, du correct, du faux, du bon ou mauvais, parce que le pouvoir est un phénomène naturel, son émanation est quelque chose qui est nécessaire, et le pouvoir est intrinsèquement lié à la constitution des groupes humains. Vous l'avez compris, donc, la science politique est une science descriptive, donc, qui s'attache à observer le réel, à le décrire, pour essayer, bien sûr, de le comprendre et le prévoir. On entend évidemment par le réel politique, le réel qui se déroule dans le cadre d'une société, d'un système politique. Alors, on va s'arrêter là pour cette séance. La prochaine séance, donc, qui va être la 7e séance, on va étudier donc le pouvoir entre contrainte et consentement. Donc, la dialectique contrainte et consentement. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.